Je commence par sa description mécanique. Après, on viendra sur des éléments peut-être plus subtils, mais je commence par vraiment le côté très mécanique. Bon, c'est un muscle fondamental de la statique. Ça, c'est certain. Personnellement, bon, ça n'engage que moi, hein, mais je pense qu'on est nombreux à travailler comme ça. C'est un des premiers que je regarde avec le diaphragme. D'abord le diaphragme quand même, c'est-à-dire le muscle qui permet l'inspiration. Mais le psoas vient très rapidement derrière, hein. C'est un muscle fondamental de la statique. Pourquoi? Parce que c'est le seul muscle qui relie le rachis au membre inférieur. Il n'y en a pas d'autre. Ça veut dire qu'il traverse, il est polyarticulaire. Il traverse toutes les articulations lombaires, l'articulation sacro-iliaque, l'articulation de la hanche. Donc, vous voyez que plus un muscle traverse d'articulation, plus il a un potentiel d'équilibrage ou de nuisance sur ses articulations. Donc, le psoas, il fait rien que moins que les lombaires, le bassin et la hanche. C'est quand même pas mal. Il s'insère à la face avant des corps vertébraux de la 12e vertèbre thoracique, donc T12, à L4, L5. Tous les auteurs ne sont pas d'accord. Et pareil, il va s'insérer sur les apophyses transverses. Vous vous souvenez, les vertèbres ont des apophyses transverses, ils s'insèrent sur le corps vertébral et l'apophyse transverse, en gros de T12 à L5, retenez ça. Il descend dans le bassin et il est rejoint par le muscle iliaque, qui ne forme un seul muscle en fait. Le muscle iliaque s'insère, lui, dans l'aile iliaque interne. Les deux faisceaux se rejoignent, passent sous l'arcade pleurale, bon, retenez pas ça, et se terminent sur le petit trochanter. Alors, quelle est son action musculaire au psoas en chaîne ouverte? Alors, pour trouver l'action musculaire d'un muscle, quand on vous le décrit dans un livre d'anatomie, on vous décrit toujours sa contraction concentrique, pour ceux qui se souviennent du tout premier cours, c'est-à-dire quand on rapproche les deux extrémités. Le muscle se contracte, donc je rapproche les deux extrémités. Quelle est l'action sur la hanche? Une flexion. Oui, une flexion, bravo. Voilà, maintenant vous comprenez pourquoi, vous savez pourquoi, vous visualisez pourquoi. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, la flexion? Il va faire aussi, vous voyez, il va rapprocher le fémur de l'axe du corps. Donc, il va avoir une petite composante d'adduction, donc de rapprochement, et de rotation externe. Je ne vous ai pas mis la bonne diapo là pour comprendre bien la rotation externe. Je ne vous demande pas de retenir ça par cœur, mais c'est important pour savoir bien l'étirer. Je vais vous expliquer pourquoi dans la diapo d'après. Il va être étiré quand je vais amener à l'inverse mon fémur vers l'arrière en extension de hanche. Okay. Je vais éloigner mes deux extrémités. Ça va me l'étirer. Donc, quand je veux savoir l'action d'un muscle en contraction, j'imagine ce qui se passe quand les deux extrémités se rapprochent. Et quand je veux savoir comment l'étirer, je réfléchis à comment je peux éloigner au maximum ces deux insertions. Ça va? Oui. Et effectivement, tu as raison. Quand je suis en position neutre, il faut quand même que mon psoas soit assez long pour me permettre d'être en position neutre. Et je l'ai dit et redit, le psoas a tendance toujours à être trop contracturé, trop spasmé, et donc certaines personnes perdent la capacité d'être en position verticale et se trouvent en flexum de hanche. Vous vous souvenez de la photo de mon patient tout à l'heure? Oui. Et lui, effectivement, son psoas est tellement court qu'il lui permet même plus d'être en position neutre. Et ça, c'est pourquoi il en arrive là, ce monsieur? C'est parce qu'il a trop contracté, c'est ça?
Parce qu'il est resté trop longtemps assis, parce qu'il ne l'a jamais Ah, étiré de sa vie, parce ah, que, ok. il est trop stressé, parce que, bon, D'accord. lui en plus, il avait un problème de hanche, voilà, qui s'est rajouté dessus. Mais voilà, il ne s'est jamais étiré le psoas et il a fini par tellement. Mais c'est fréquent. Vous verrez, si vous faites du yoga à des gens sédentaires de 55-60 ans, en samastiti, eh ben pour la plupart, ils tiennent même pas, hein. Ils sont déjà ici. Ils n'ont pas des psoas assez longs pour être en position de référence. Donc, mon psoas, je ne vais avoir qu'une envie pour mes patients, c'est de les relâcher. Bon, ça va, ça je l'ai assez dit, je crois. Après, vous voyez qu'il va avoir tendance à ramener. Donc, ceux qui ne veulent pas aller trop loin dans la compréhension, vous arrêtez là, vous fermez les oreilles. Le psoas a deux autres composantes, c'est une adduction et une rotation externe. Donc, quand je vais vouloir, ça va avoir son importance quand je vais vouloir l'étirer. Donc, si je veux étirer mon psoas de manière puriste, hein, à la mode kiné, hein, vous n'avez peut-être pas envie d'être kiné, mais donc de manière analytique, je dois faire une extension et je dois éviter l'adduction, la rotation externe de hanche. Donc, l'étirement spécifique du psoas, c'est la fente basse. Je suis en extension pure de hanche. Je n'ai pas d'adduction et je n'ai pas de rotation externe. Alors que dans mon guerrier, j'ai une rotation externe de hanche dans mon guerrier A. Et dans mon guerrier B, j'ai en plus, j'ai la rotation externe aussi, pardon. Du coup, je vais quand même étirer mon psoas, je suis d'accord, mais je serai moins spécifique et je serai plus sur les muscles adducteurs. Ça, c'est très spécifique au psoas. Ça, c'est psoas et adducteur mélangés, entre autres, hein. Alors, ça reste très intéressant, dans tous les cas, de s'étirer en chaîne. Par exemple, dans cette fente, j'étire mon psoas, mais j'étire aussi ma paroi abdominale. Donc, soit j'étire les abdominaux, soit j'étire le système digestif. J'étire toute la zone pectorale et grand dorsale, par exemple. Et puis là, vous voyez tous les muscles de la gorge. Donc, c'est un étirement très intéressant. Mais admettons que j'ai un patient très rétracté dans les épaules. Il va être limité, il va concentrer tout ce qu'il peut sur son travail des membres supérieurs et il va mal étirer son psoas. Donc, moi, je lui dirais, pose les bras au sol sur des briques ou sur ta cuisse devant, ne travaille pas tes épaules et concentre-toi sur ton psoas. Ça va? C'est quoi ami? Je suis désolée. Membre inférieur, membre inférieur. Oh, d'accord. Oui, coxo-fémoral même. Et là, je tire votre attention sur un point. Quand on fait donc une fente haute, certains patients sont très raides des mollets, on appelle anatomiquement les triceps. Et eux, avant d'étirer leur psoas, parce que vous pourriez me dire, elle est dans l'axe là, ça étire bien le psoas quand même. Alors, ça étire le psoas, mais ça étire aussi le mollet. Et certains patients vont être limités en premier par le mollet. Et vous allez l'observer au fait qu'ils ont le genou fléchi. Et ceux-là, leur limite, ça va être en premier le mollet, et finalement, ils vont peut-être pas aller jusqu'au bout de leur psoas, de leur étirement de psoas. Voilà, ça c'est si vous voulez vraiment être analytique, précis dans votre étirement. Je vous signale voilà, comment on raisonne. Maintenant, voilà, les postures, elles sont ce qu'elles sont, hein. On ne va pas les changer. Il faut juste avoir conscience de ce qu'on travaille dans la posture. Est-ce que ça va? Allez, on se détend un petit peu. Ah non, pas encore. Le psoas travaille aussi quand on est en chaîne fermée. Et là, vous allez retenir quelque chose de très simple. Le psoas aggrave toujours la prédisposition du patient. C'est-à-dire que si c'est un patient qui est syphosé, c'est-à-dire dos rond, le psoas va être syphosant. Si le patient est trop cambré, donc lordosé, le psoas, quand il va se contracter, il va aggraver sa lordose. Donc, il a tendance à fixer les lésions du patient. Il va toujours les aggraver s'il est trop contracté, hein, trop contracturé.
Et vous pouvez aussi vous souvenir que le psoas peut travailler de manière unilatérale. Il ne peut travailler que d'un côté. Donc, s'il est rétracté, vous voyez bien qu'il va fermer mon flanc aussi, avec le muscle carré des lombes notamment. OK? Le psoas a un rôle très important, un rôle nourricier sur les corps vertébraux. Quand le psoas se contracte, il peut se co-contracter avec les spinaux derrière et former une poutre composite. Vous voyez, quand on gaine, on fait une poutre composite, psoas, spinaux, et le corps vertébral se retrouve aubané, pour reprendre le terme, enveloppé dans des muscles contractés. Et donc, les contraintes mécaniques passent par les corps musculaires et pas uniquement par le corps vertébral. C'est très intéressant, ce rôle de poutre composite du psoas. Et en travaillant sainement, s'il est bien souple, qu'il se contracte régulièrement, notamment à la marche, ces insertions musculaires sur le corps vertébral, vous voyez, il s'insère sur le corps, vont faire qu'il va nourrir le corps vertébral. Et donc, avoir un psoas souple et sain, c'est un excellent moyen de prévenir les fractures tassements liées à l'ostéoporose. Donc, quand la vertèbre devient friable, faible. OK? J'ai une question, Muriel. Oui, je t'écoute. Quand tu parles de poutre composite, est-ce que c'est ce qui se passe dans Dandasana, par exemple? Dandasana, le bâton, le bâton, hein, c'est ça. Hein. Oui. Exactement, c'est ça. Voilà, cet autograndissement. Donc là, on rajoute en plus périnée, on a les abdos. Voilà, c'est exactement ça qui se passe et qui nous permet de nous autograndir. Et on a cette co-contraction, psoas, surtout en Dandasana, on est déjà en flexion de hanche. Psoas, spinaux, et c'est vraiment très intéressant au niveau mécanique, au niveau nourricier du corps vertébral. Merci. Ah, bon. Après, vous allez entendre des choses rigolotes sur le psoas. C'est là qu'on se détend un petit peu. Moi, je ne suis pas spécialiste, donc je vous dis des idées générales. Hein. C'est le muscle de l'âme. Vous avez déjà entendu ce terme? Hein? C'est parce que, regardez, il est en rapport avec le diaphragme. Ici, c'est mon diaphragme, vous vous souvenez? La coupole, la double coupole et les arcades. Et donc, mon psoas passe carrément sous une arcade du diaphragme, là, ici. Donc, ils sont très liés, psoas et diaphragme. Et le diaphragme, c'est ma respiration. Ma respiration, c'est ce que mon corps, c'est le langage du corps. Donc, si j'ai une respiration courte, saccadée, si j'ai peur, si je me contracte, je transmets cette information-là au psoas et vice-versa, sans doute. Voilà pourquoi il a été appelé muscle de l'âme aussi, parce qu'il est en rapport avec les ganglions sympathiques, là, donc le plexus solaire, le plexus cœliaque. Excusez-moi, je ne sais plus comment vous l'appelez comme chakra. Et le nom en chakra, j'ai oublié le nom. Manipura. Manipura, sans doute, voilà. Et donc, vous savez que c'est un centre qui contrôle énormément de fonctions involontaires, donc la digestion, le rythme cardiaque. Et donc, ce psoas est très en rapport avec ces centres nerveux fondamentaux. Il a un rôle aussi qu'on appelle les émonctoires. Les émonctoires, c'est tout ce qu'on rejette du corps. Donc, il est très en rapport avec le rein. Bon, là, je vous montre un rein. Et vous avez le psoas qui le soutient. Il fait le rail du rein. Donc, vous avez des rapports étroits entre le rein et sa fonction de purification du corps. Et vous voyez parfois à la radio des psoas, je vais dire encrassés pour que vous reteniez, mais carrément calcifiés. Et on se demande si ça n'a pas un rôle par rapport au rôle de filtration du rein. Donc là, on l'appelle de manière beaucoup moins poétique le muscle poubelle. Hein. Voilà, c'est pour vous souvenir de son rôle de soutien du rein. Je répète donc qu'il est responsable du flexum de hanche, du vieillissement postural. Hein, c'est ce flexum de hanche qui nous entraîne vers l'avant. La position assise le raccourcit. La course à pied aussi. Hein, la course à pied tonifie énormément les psoas. Par contre, il va être étiré à la marche, notamment lors du pas postérieur. Vous vous souvenez, le pas postérieur, c'est le fait que quand je marche, j'ai un pied en avant, un pied en arrière.
Le pied qui est en arrière, eh ben oui, je suis en extension de hanche, j'étire mon psoas, à condition de ne pas être sur des talons aiguilles et à condition de faire des vrais pas, de ne pas être quand même en train de piétiner. Voilà. Donc, qu'est-ce qui lui fait du bien à ce muscle, en fait? Parce qu'on dit que si on est trop assis, du coup, il est sclérosé. C'est la marche qui va La marche, la vraie marche, hein, la marche à grande foulée, on va dire. Hein, pas, encore une fois, pas je piétine en ville sur talons aiguilles. Et puis, toutes les postures d'étirement là qu'on vient de voir précédemment, les fentes, les guerriers, là, tu vas le relâcher énormément. Il y a des postures aussi, enfin, voilà, je ne rentre pas plus en détail, pardon. Donc, tous les étirements de la chaîne avant. Et on le dit, on le redit, c'est bien d'en mettre un peu plus que ce que vous avez dans la première série d'Ashtanga. Ok, il est très lié aussi au stress, au stress chronique, parce que de manière complètement reptilienne, c'est-à-dire inconsciente, réflexe, quand on est stressé, il y a trois manières de réagir au stress. Soit on est sidéré, on ne bouge pas, bon là ça va pour le psoas, soit on se prépare à fuir, soit on se prépare à attaquer. Et bien, on est dans une précontraction comme ça, et notamment du psoas qui nous prépare à la fuite, à la course à pied en fait. Donc, le stress chronique amène une précontraction, si vous voulez, du psoas. Donc, si tu vas par là, si tu veux, tout ce qui va être sophrologie, détente, prendre un bon bain chaud, se relâcher, ça va aider ton psoas aussi. Hein. Mais bon, il faut quand même l'étirer à un moment donné. Ça va pour le psoas? J'ai une Oui, question par rapport à la nourriture des corps vertébraux. oui. C'est par le biais de sa vascularisation et donc du coup des attaches au niveau des tendons ou il y a autre chose qui influe? C'est ça. Je ne suis pas trop rentrée dans le détail, mais donc c'est le rôle nourricier, c'est par le rôle des contractions musculaires qui tirent sur ces insertions musculaires. D'accord, merci. J'en prie. Et donc, vous pouvez, voilà, le psoas, le problème, c'est que c'est un petit peu difficile de savoir quand c'est lui qui fait mal. Vous voyez, je vous ai mis cette photo. Regardez où il peut faire mal. Dans le dos, regardez, donc sur la charnière thoraco-lombaire, le long des lombaires jusqu'à la crête iliaque. Alors, comment imaginer que c'est le psoas? Le psoas, on imagine plutôt un muscle antérieur, vous voyez. Et puis, il va donner des douleurs face avant de la cuisse et dans le pli de laine. Donc, en gros, pas évident de penser que c'est forcément lui, quoi. Hein.